l'actualité de la délégation française du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Nous sommes justement au Parlement européen à Strasbourg et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Laporte, députée européenne, membre de la Commission des budgets et de la Commission spéciale sur la lutte contre le cancer. Bonjour. Bonjour. J'ai également sur ce plateau Gilles Le Breton, député européen, membre de la Commission des affaires juridiques, mais aussi de la Commission de l'agriculture. Bonjour. Bonjour. Donc justement, parlons agriculture. Lors de cette session plénière, un texte a été adopté. Le rapport d'initiative sur la nouvelle stratégie de la ferme à la fourchette pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. En quoi consiste cette stratégie ? Alors c'est tout le problème. C'est un texte qui a une ambition très très haute pour contraindre l'agriculture à respecter les normes environnementales. Et je pense personnellement que les ambitions sont malheureusement trop fortes. Moins 50% de produits phytosanitaires d'ici 2030, donc de pesticides. Également, en matière d'agriculture biologique, multiplié par 4 le niveau actuel de production, etc. Ce sont des ambitions en réalité qui sont trop fortes et qui me semblent difficiles à tenir d'ici 2030. D'ici 9 ans. Donc moi je pense personnellement que nous devons aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, mais pas à marche forcée comme le prévoit ce texte. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec des agriculteurs ces derniers temps et ils partagent tout à fait mon sentiment. Je pense qu'à vouloir aller trop vite, on risque de mettre en péril en réalité des pans entiers de notre agriculture. Et un rapport a été dévoilé cette semaine à la Commission agriculture, qui révèle tout simplement que des chiffres effrayants, si on met en place rapidement ce programme de la ferme à la fourchette, eh bien, on va produire 15% de moins en matière de production agricole dans tous les domaines, que ce soit céréales, viande, etc. Et les revenus de nos agriculteurs européens vont diminuer en moyenne de 16%. Donc c'est extrêmement effrayant et c'est la raison pour laquelle moi je pense que ce programme est sympathique au départ par son objectif, mais il est mal conçu. Donc voilà pourquoi je m'y oppose personnellement. Mais du coup, vous vous y opposez, mais vous proposez quoi à la place ? Alors moi, c'est très simple. Je propose le programme du Rassemblement national, c'est-à-dire un programme fondé sur le localisme, c'est-à-dire sur le fait qu'il faut produire localement pour réduire les coûts de transport, pour réduire les importations. Et puis également, je souhaite que l'on lutte beaucoup plus efficacement contre la partie agricole des traités de libre-échange. Trop souvent jusqu'à présent, on a considéré l'agriculture comme une variable d'ajustement et donc on a sacrifié délibérément les intérêts de nos agriculteurs, en particulier des agriculteurs français, pour vendre en échange, eh bien, par exemple, des automobiles allemandes. Donc moi, je me suis toujours élevé contre cela. Phil Hogan, qui était l'ancien commissaire à l'agriculture jusqu'en 2019, a avoué lors d'une séance à la Commission de l'agriculture que l'agriculture était bien dans son esprit une variable d'ajustement. Et je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Donc il faut absolument renégocier ces traités dans leur partie agricole pour mieux protéger nos agriculteurs. Voilà ce que je pense très, très franchement. Sujet international à présent, la Pologne est de nouveau sous pression de l'Union européenne. En effet, récemment, la Pologne a décidé que le droit de l'UE ne primait plus sur sa constitution. Le Premier ministre polonais s'est exprimé cette semaine en plénière devant le Parlement européen, donc devant les députés. Qu'a-t-il déclaré et est-ce que vous partagez son point de vue ? Alors, le Premier ministre polonais a été extrêmement courageux puisqu'il affrontait un Parlement qui était en grande majorité hostile à ses positions. Il a défendu la position du tribunal constitutionnel polonais qui a affirmé que la constitution polonaise est dans la hiérarchie des normes au-dessus du droit européen. Ce qui est tout à fait vrai du point de vue du droit polonais. Et ça n'a rien d'étonnant puisque la Cour constitutionnelle allemande a dit la même chose à propos du droit allemand. Et il faut savoir que le Conseil constitutionnel français a dit lui aussi la même chose dans une décision du 19 novembre 2004 en ce qui concerne le droit français. Donc, nous, notre position, c'est que le droit français est au-dessus du droit européen. Donc, la position de la Pologne n'a rien de surprenant. Alors, je trouve absolument scandaleux que l'on ne dise rien à des États très puissants comme l'Allemagne et comme la France, mais que l'on s'en prenne à la Pologne dès lors que ces institutions disent exactement la même chose que les nôtres. Il y a 2 poids, 2 mesures, c'est absolument insupportable.
Et j'ajouterais que l'argument majeur de l'Union européenne consiste à dire qu'il existerait un principe de primauté du droit européen sur le droit national. Or, il faut savoir que ce principe de primauté n'est absolument pas inscrit dans les traités européens. C'est une invention créée en 1964 par un arrêt de la Cour de justice de l'Union. Donc, moi, j'en ai assez que des juges essayent de prendre le pas sur la souveraineté nationale des différents peuples européens. Il faut remettre les juges à leur place et je suis extrêmement reconnaissant au Premier ministre polonais d'avoir eu le courage de rappeler tout ça en séance publique au Parlement européen de Strasbourg. Je le soutiens à fond et d'ailleurs je l'ai applaudi follement parce que je trouvais que c'était un homme extrêmement courageux. Merci Gilles Le Breton. Autre sujet international, c'est bien sûr la crise en Afghanistan. Hélène Laporte, vous êtes membre de la commission des budgets et vous suivez donc de près tout ce qui est relatif aux dépenses de l'Union européenne. Avec cette situation en Afghanistan, l'Union européenne prévoit l'arrivée massive des réfugiés afghans au centre de l'Union européenne, sur son territoire. Donc l'Union européenne a promis en conséquence d'accroître les aides à l'Afghanistan, mais aussi aux pays voisins qui accueilleraient ces réfugiés. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que se dit à ce sujet au sein de la commission des budgets que vous suivez? Je suis d'autant plus ce sujet que nous avons déjà l'exemple de la Turquie. Nous avons eu un afflux massif de migrants avec la Syrie, en passant par la Turquie. Là, il y a eu la déstabilisation de l'Afghanistan avec la prise du pouvoir par les talibans. Il y a des projections. On projette pour l'instant qu'à peu près 400 000 réfugiés devraient arriver sur le continent européen. En plus, la Commission souhaite faire comme pour la Syrie, donc aider les pays voisins de l'Afghanistan, comme le Pakistan ou le Tadjikistan. Et actuellement, au niveau budget, puisqu'on parle de ça, la Commission propose d'aider de 300 millions d'euros par an jusqu'en 2024. Il va également y avoir une aide de 70 millions d'euros supplémentaires au titre de l'aide humanitaire, plus 79 millions d'euros au titre de l'instrument de voisinage. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au niveau de la Turquie, on sait qu'il y a une transmission de ces fonds qui se fait en espèces. Donc, ça, traçabilité. On veut refaire la même chose pour ce qui est de l'Afghanistan. Aucune traçabilité, une aide humanitaire qui ne s'arrête pas, pour finalement, après, s'apercevoir que le continent européen va subir une submersion migratoire. Il faut quand même voir que la Commission européenne a des propositions qui sont loin de nous rassurer, puisqu'elle prévoit des quotas de réinstallation suffisants et des voies de migration sûres. C'est-à-dire que c'est un appel d'air qui va être massif par rapport à ça. On parle notamment de réinstallation de 42 500 migrants qui ont déjà rejoint les pays voisins. Donc, c'est-à-dire qu'on commence cet afflux massif. Et maintenant, il faut quand même rappeler que 5,6 millions de migrants sont tous quasiment motivés pour des raisons économiques et ont trouvé l'asile dans l'Union européenne entre 2014 et 2020. Donc, c'est, entre guillemets, avec cet exemple de la Turquie et de la gestion qui a été celle-ci, qu'en effet, je suis inquiète pour la suite de l'Afghanistan et surtout du flux migratoire que ça va engendrer. La commission des budgets examine aussi la politique immobilière de l'Union européenne. Nous savons que l'UE a de nombreux bureaux de ses institutions, mais aussi de ses délégations dans le monde entier. Mais qui est-ce qui finance ça ? Eh bien, c'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne n'a pas de légitimité diplomatique. Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs, des maisons de l'Europe qui voient le jour, entre guillemets, des guichets aussi d'ouverture vers l'Union européenne. Et en pleine pandémie, il y a eu plusieurs exemples qui m'ont frappée, pour lesquels, moi, personnellement, je me suis opposée avec le groupe Identité et Démocratie au sein de la commission des budgets, notamment en pleine crise Covid. Nous étions en novembre 2020 et nous avons entrepris de louer, alors je reprends l'exemple précis, Place de la Madeleine à Paris, des bureaux en fait qui mesuraient 1450 mètres carrés, donc c'est immense, pour un loyer annuel de 1 750 000 euros pour une création de maison de l'Europe. J'estime que quand on sort de pandémie Covid avec une économie totalement incertaine, bien non, on n'a pas les moyens de financer ce type d'acquisition, même si c'était à Paris. Mais 1 750 000 euros de loyer annuel, c'est excessif. Il y a à ça, bien sûr, parce qu'il y a le loyer, mais il y a également tous les frais de fonctionnement, ce qui couvrait à peu près 54 millions d'euros sur 18 ans, avec les frais de charge de personnel également. Il y a d'autres exemples comme ça qui sont beaucoup plus scandaleux. Je vais prendre l'exemple de Buenos Aires, qui n'est pas du tout dans l'Union européenne, où là, on a voulu mettre des bureaux pour la délégation. Donc, c'est un projet qui est de 14 millions d'euros sur 20 ans, avec un projet d'achat de bureaux pour 8 millions d'euros supplémentaires. Il y avait également un projet immobilier à Kaboul,
là également, voulait s'installer de nouveau à Kaboul. Donc avec ce qui s'est passé, là, on a fait marche arrière, heureusement, même si nous avons décrié dès l'instant, en fait, on nous a fait cette proposition que c'était inadmissible, puisque ça ne fait pas partie de l'Union européenne. Et quelle est notre visibilité, finalement, dans ces lieux-là ? En tout et pour tout, en fait, il y a quand même 148 résidences de délégation pour une surface totale de 431 000 m². Ce sont des dépenses qui sont complètement hors normes et qui surtout ne se justifient pas. Donc vous, au sein de cette commission, vous avez quand même le droit, vous avez une possibilité de vous y opposer en fait à toutes ces dépenses? Oui, moi je m'y oppose avec le groupe Identité-Démocratie à chaque fois, parce que j'estime que l'Union européenne n'a pas à faire sa publicité finalement, et même surtout d'ouvrir des guichets dans différents pays hors Union européenne. Et donc, pour conclure, vous êtes également membre de la commission spéciale sur la lutte contre le cancer. Le mois d'octobre, on le sait, est consacré à une cause qui vous tient particulièrement à cœur. C'est la campagne en faveur de lutte contre le cancer de sein. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Alors, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, déjà parce que je suis une femme. J'ai 42 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ça. Il y a 12 000 décès par an en France. Et il faut savoir que les cancers, quand ils sont dépistés, quand ils font moins d'1 centimètre, eh bien, très régulièrement et surtout généralement, on va vers une guérison. Et avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont retardé finalement les dépistages parce qu'il y a eu les périodes où on était complètement contraint de rester chez nous. Et puis après, il y avait la peur aussi de se faire dépister. Et toutes les manifestations qu'il y a au cours du mois d'octobre, ça permet de relancer ça. Alors ce sont des manifestations, certes, entre guillemets, ludiques, c'est-à-dire des courses, des foires, des tombolas. Mais c'est surtout pour dire, mesdames, dépistez-vous, parce que le cancer du sein, bien évidemment, quand on est frappé, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose d'angoissant, mais c'est surtout quelque chose pour lequel on peut aller vers une guérison. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Alors, bien évidemment, maintenant, on connaît ce qui permet de guérir, notamment la prise en charge avec le tamoxifène et la chimiothérapie adjuvante. Mais il y a vraiment du chemin à parcourir. Et toutes ces actions qu'il y a au mois d'octobre, ça permet aussi d'aider les femmes par le moyen d'associations pour les aider dans l'achat de produits qui sont chers, notamment la perruque qui est très peu pris en charge par la sécurité sociale, mais également des objets comme des soutiens-gorge adaptés. Et donc vraiment, je soutiens toutes ces mobilisations pour aider ces femmes qui, quelquefois, se retrouvent dans une situation précaire au niveau financier, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules aussi qui sont touchées. Donc c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Merci Hélène Laporte. Merci. Merci Gilles Le Breton. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Vue d'Europe.